Quand j'étais une petite fille, avec mon frère, je jouais au Lego. Je passais des heures avec mon frère à assembler méticuleusement toutes ces petites pièces pour créer des mondes meilleurs, des châteaux, des navettes spatiales extraordinaires. On assemblait ça, une à une, toutes ces petites pièces, et puis on jouait à la guerre, et d'un seul coup, on détruisait tout en quelques secondes. Évidemment, j'étais toujours un petit peu triste de retrouver mon beau château en 1000 morceaux. Mais finalement, ça ne durait jamais vraiment très longtemps. Parce que directement, je recommençais à imaginer un monde encore meilleur, un château encore plus beau, une navette spatiale encore plus extraordinaire. Rien n'est immuable. L'architecture est toujours en mouvement. C'est probablement ces heures passées à assembler des petites pièces de Lego et le soutien inconditionnel de ma maman qui m'ont permis de devenir architecte. Et j'ai eu la chance de trouver un bureau d'architecture où j'ai pu continuer à jouer au Lego avec mes collègues. Dans ce bureau particulier, il n'était pas seulement question d'architecture, mais aussi d'énergie, de bâtiments à basse consommation, de bâtiments passifs, de bâtiments où il n'y a pas besoin de radiateur. C'est là que j'ai compris que je ne savais rien sur le matériau le plus important de la construction. D'ailleurs, d'après vous, quel est le matériau le plus important dans la construction? Je vous donne des indices. Son poids est d'environ 1,2 kg par mètre cube. Certains pensent peut-être au bois. Il peut constituer jusqu'à 99% du volume d'un bâtiment. Et il est gratuit pour le moment. Je l'ai entendu parmi vous, certains l'ont déjà dit, il s'agit de l'air. En effet, si vous imaginez le bâtiment dans lequel nous nous trouvons actuellement, la majorité de ce bâtiment est constituée d'air. Nous ne vivons pas dans les murs, nous vivons dans l'air qu'il renferme. Imaginez cette même conférence, ici, qui est dehors, sous la pluie. Ce ne serait pas pareil. L'air a un certain poids, 1,2 kg par mètre cube. L'air a une certaine température, qu'on espère pas trop chaude, pas trop froide. L'air a une certaine vitesse. L'air a un certain degré d'humidité. L'air a une certaine pollution. L'air a une certaine odeur. Je viens de sculpter un arc d'air. Mais si l'air est le matériau le plus important de l'architecture, si nous essayons de maintenir, grâce à nos bâtiments, une situation confortable pour abriter des activités humaines, comment faire pour représenter l'air? Il faut ajouter une quatrième dimension à la hauteur, largeur et profondeur, aux 3 dimensions de l'espace, pour pouvoir représenter l'air en mouvement. Le temps. L'air est constamment en mouvement. L'architecture est toujours en transformation. Si je vous demande maintenant de représenter une ligne du temps, ici en Occident, la plupart d'entre vous représentent une ligne avec une flèche. Si on applique ça à un bâtiment, ce serait considérer la vie d'un bâtiment depuis sa naissance, sa conception, sa vie, son utilisation, jusqu'à sa mort, sa destruction. J'ai été surprise de constater au bureau un jour qu'un projet de rénovation est arrivé d'un bâtiment des années 80. Ce bâtiment était un peu plus jeune que moi et déjà obsolète.
Donc ce que nous avons prévu pour cette rénovation, c'était d'étirer au maximum la ligne du temps de ce bâtiment. Donc de lui enfiler un pull d'isolant, de faire de plus grandes fenêtres, d'améliorer le confort de vie et de le transformer finalement en un bâtiment résidentiel. Alors considérer le temps comme une ligne, comme une flèche, c'est bien, mais ça mène de toute manière à l'affaiblissement du système. Parce que si on extrait des ressources, on les consomme et puis on les rejette comme des déchets ou de la pollution, au bout d'un moment, ça ne peut pas continuer. Pourquoi ne pas passer d'un mode de conception du temps linéaire vers un mode de conception circulaire? Envisager le temps dans une conception circulaire, c'est un peu ce que j'appelle la philosophie du petit coin. Veuillez laisser, s'il vous plaît, cet endroit tel que vous auriez aimé le retrouver. En diminuant les ressources utilisées par les bâtiments, les consommations d'énergie, d'eau, etc., ça permet de penser à un bâtiment non pas à travers un temps, une ligne, mais à travers différents cycles. Le cycle annuel des saisons, le cycle du jour, de la nuit, le cycle des matériaux, le cycle de l'eau, le cycle de l'énergie. Nous avons au sein du bureau aussi réalisé un projet. Il s'agit d'un petit module qui est autonome en énergie, autonome en eau et même indépendant des réseaux de distribution. Donc ça signifie que ce petit module peut être transporté d'un lieu à un autre, assemblé, désassemblé un peu à l'image de Lego, et qu'il a 0 empreinte sur l'environnement. Alors, ne pas avoir d'empreinte sur l'environnement, c'est déjà quelque chose qui est assez positif, mais il est déjà trop tard. On ne peut pas se contenter de faire juste des bâtiments qui n'ont pas d'empreinte sur l'environnement. Il faut aller plus loin, il faut aller au-delà. Il faut des bâtiments, il faut des constructions, une conception qui nous permettent d'évoluer, d'améliorer l'environnement dans lequel on se trouve. D'une conception circulaire, pourquoi ne pas passer à une conception d'amélioration perpétuelle de nos constructions? Au sein du bureau, nous avons développé le concept de permacity, qui s'inspire de la permaculture. L'idée est de créer un morceau de ville un peu comme un morceau de forêt. Plus il grandit, plus il se développe, plus il apporte des nutriments et dépollue l'atmosphère. Le concours Réinventer la métropole de Paris a été l'occasion de tester ce concept de permacity à l'échelle d'un quartier. Donc nous avons mis ensemble les différentes fonctions, créé un quartier comme un morceau de forêt. Et donc, dans ce quartier, c'est l'être humain qui a remplacé la voiture au centre des espaces publics. Et par exemple aussi, plutôt que d'avoir des parkings enterrés, et que faire si un jour la voiture venait à disparaître, nous avons prévu des parkings hors sol. Donc, un jour, si jamais il n'y a plus de voiture, il n'y a plus besoin de voiture, on peut faire des ouvertures et avoir des lieux qui puissent être baignés de lumière naturelle. Pour réaliser un projet qui a un impact positif sur l'environnement, nous avons fait le bilan carbone, c'est-à-dire analyser toutes les émissions créées par ce quartier, que ce soit l'énergie grise des matériaux, l'énergie d'utilisation ou encore tout ce qui peut se passer au niveau de la mobilité. Le premier point a été de réduire ces émissions et puis après de les compenser avec des espaces verts, avec de l'énergie renouvelable, avec des peintures photocatalytiques. Finalement, nous sommes arrivés non pas juste à compenser les émissions du quartier, mais carrément à absorber plus de carbone qu'il n'en était émis. Pour vous donner une image, voici une carte de Paris. La petite tache rouge représente ce projet de Permacity. Nous avons calculé que cette toute petite tache rouge absorbe autant de CO2 que la totalité des espaces verts de Paris.
finalement, métaphoriquement, c'est ceci que nous avons fait comme projet. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça aujourd'hui ? Voilà, j'ai 3 bonnes nouvelles à vous annoncer. La première bonne nouvelle, c'est que ce type de projet, basse énergie, passif ou même neutre, n'est pas nécessairement plus cher que les projets comme on les a toujours faits. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le plus gros effort à fournir, c'est justement transformer cette mentalité que nous avons. D'imaginer que le temps n'est pas une flèche linéaire, mais pourquoi pas circulaire, pourquoi pas en amélioration perpétuelle. Enfin, la troisième bonne nouvelle, c'est que nous disposons actuellement de toutes les techniques, les technologies, les matériaux, la conception nécessaire à créer ces meilleurs mondes de demain. Alors la question que je me pose, que je vous pose, c'est pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Merci.